Attends un peu que je me souvienne, oh quelle vie d'aventure fut la mienne. À 95 ans bientôt, j'en ai vu tellement, presque trop. Avec mon beau Jean-Baptiste, toute une vie sur les pistes. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, j'irai. De Masquinongé jusqu'à Bambina, dans nos sillages impossibles trépas, jusque dans les pays d'en haut. Portage et mille écueils sous nos canaux, aux côtés de mon mari et au péril de nos vies. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, j'irai. Première à faire la traite dans les plaines, j'appris coutumes et langues amérindiennes. Saute d'Hennessy ou cri ou mandant, les pieds noirs toujours un peu Je me présente, Olivier Lécuyer, je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal de Masquinongé et du comité du mémorial Louis Riel, Marianne Gaboury, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues et de vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre, malgré la température, justement, pour assister à un événement historique, celui de l'inauguration du parc intergénérationnel Louis Riel, Marianne Gaboury. Avant de débuter la cérémonie officielle, j'inviterai M. Paul Boucher à venir nous faire le salut au drapeau du Québec. Drapeau du Québec, traditionnel, salut. Salut à toi. À toi mon respect. Ma fidélité. Mon amour. Vive le Québec. Vive son drapeau. Merci, M. Boucher. La réalisation de ce parc se veut l'expression de notre reconnaissance envers des personnages qui écrivirent l'histoire dans la naissance et l'évolution du peuple métis français de l'Ouest canadien et dans la défense des droits de ceux-ci. Ce parc, dont nous procédons à son inauguration aujourd'hui, fait le pont entre le passé et le présent et traduit notre plus profond respect envers ces héros. Ce geste historique que nous posons aujourd'hui veut encourager et renforcer ce lien de fraternité impérissable entre nos sœurs et nos frères du peuple métis français de l'Ouest et le peuple du Québec. Rappelons que les bustes ont déjà été dévoilés le 14 novembre 2015 en présence de leur créateur, l'artiste Jules Lassalle, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et qu'ils avaient été exposés depuis à l'intérieur du centre communautaire. Lors du dévoilement des bustes, les membres du comité avaient voulu rendre hommage au père du Manitoba et commémorer cette année-là le 130e anniversaire de sa pendaison et rendre hommage à sa grand-mère Marianne Gaboury, première femme d'ascendance européenne à se rendre dans les prairies canadiennes. Ça, c'était justement le 14 novembre 2015. Alors, permettez-moi de souligner la présence de personnalités qui sont ici à cet événement important, du maire de Masquinongé, M. Roger Michaud, de l'ancien chef autochtone, M. Jean Jolicoeur,
de l'historien M. Gilles Laporte, de l'animateur de télévision et de radio bien connu M. Gilles Proulx, du préfet de la MRC Masquinongé, M. Robert Lalonde, de l'attachée politique de Ruth-Hélène Brosseau, qui est la députée fédérale NPD de Berthier-Masquinongé, Mme Guylaine Groslot, du député de Masquinongé, M. Simon Allaire, de l'ancienne présidente du MNQ, Mme Chantal Trottier, et aussi nous avons avec nous M. Roger Kemp, vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, qui va nous interpréter une chanson un petit peu plus tard, intitulée justement Marianne Gaboury. Alors, nous avons aussi les membres de la famille Gaboury, de la famille Riel, des membres du comité du mémorial. Et si jamais il y a des personnes que nous aurions oublié de mentionner la présence, bien, nous vous prions de bien vouloir nous pardonner et de nous le signaler. Merci. Alors, pour débuter cette cérémonie officielle, j'inviterai maintenant le président du comité du mémorial, Louis Riel, Marianne Gaboury, M. Benoît Roy, à venir vous adresser la parole. Bonjour, chers amis. Alors, c'est un grand honneur que nous avons aujourd'hui de se réunir pour ce projet qui culmine aujourd'hui. Alors, ce sera l'aboutissement d'un projet qui a débuté, comme le disait M. Lécuyer, en 2015. Oui, c'est ça, le 14 novembre 2015. En premier lieu, je voudrais remercier la présence de certaines personnalités, M. Allaire, Mme Groslot, qui est la représentante de la députée fédérale, M. Lalonde, le préfet, M. Michaud, le maire, M. Proulx, M. Laporte, M. Jolicoeur, et aussi un descendant de la famille Riel, M. Laurier Riel, qui est avec nous et qui va prendre la parole tout à l'heure. Tout ce projet a pu voir le jour grâce à plusieurs collaborations. La première, et il faut le mentionner, c'est inestimable, c'est la collaboration de l'administration municipale. Sans cette collaboration-là, le projet serait mort-né. Ça aurait été arrêté là. On n'aurait pas été plus loin. Ma rencontre avec M. le maire Michaud a été déterminante pour la suite des choses. Il a accueilli le projet avec ouverture. Il a appuyé le projet et nous avons eu ce support-là depuis le début, avec tout le conseil et l'appareil municipal. Et ça, je tenais à remercier les gens en place. Merci de votre soutien. Je voudrais aussi remercier l'artiste Jules Lassalle, qui est en quelque sorte le Michel-Ange du Québec dans le domaine des bronzes. Il y en a plusieurs artistes qui font du bronze, mais M. Lassalle se distingue. Il a plusieurs œuvres à son CV, dont entre autres la statue de Louis-Joseph Papineau à Saint-Denis-sur-Richelieu, le buste du docteur Jean-Olivier Chénier à Saint-Eustache, les bustes ici qu'il a fait, et aussi, dernièrement, il a fait une œuvre à Verchères qui honore Ludger du Vernet, un grand patriote de 1837. Alors, c'est un remerciement bien sincère et chaleureux que je transmets à M. Lassalle et à toute son équipe de son atelier, qui malheureusement ne peut pas être des nôtres ce matin, puisqu'il a des engagements ailleurs. D'autres remerciements aussi sont de mise. Vous allez me dire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de remerciements, mais il faut le faire. Je n'aurais pas pu piloter ce dossier-là sans avoir eu une solide équipe autour de moi. Alors, je vais vous mentionner quelques noms qui ont fait partie de cette équipe, de ce conseil du comité du mémorial. Au premier chef, Mme Claudette Carpentier, la seule femme de l'équipe, et combien importante, c'était notre secrétaire et registraire. Merci, Mme Carpentier. Monsieur Gérard Héroux, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut pas être avec nous ce matin. Monsieur Héroux a été d'une grande importance pour notre équipe et son expertise. Merci, Monsieur Héroux.
Monsieur Jean Jolicoeur. Monsieur Jean Jolicoeur est ici présent. Il va prendre la parole en tant qu'ancien chef autochtone et un homme qui connaît très bien le dossier métis et autochtone. Donc, c'est la personne toute trouvée pour parler de ce dossier-là. Merci, Monsieur Jolicoeur. Monsieur Gilles Laporte. Monsieur Gilles Laporte est présent, il va prendre la parole en tant qu'historien. Il faisait partie du conseil d'administration, Gilles, et il était notre porte-parole auprès des médias. Et il s'est très bien acquitté de sa tâche. Merci, Monsieur Laporte. Nous allons l'entendre tout à l'heure. Je voudrais mentionner deux autres personnes. Monsieur Onil Perrier, qui a fait le déplacement de Saint-Denis-sur-Richelieu pour être ici ce matin. Monsieur Perrier, merci. Et je ne pourrais pas faire l'économie de souligner l'apport extraordinaire auprès du comité de l'ancien premier ministre, M. Bernard Landry. M. Landry, comme vous le savez, il était présent en 2015. Il a fait un très beau discours. Malheureusement, pour des raisons personnelles, il ne peut être des nôtres ce matin. M. Landry, sans sa présence, sans ses conseils, nous a guidés pour réaliser la tâche et atteindre les objectifs financiers que nous nous étions proposés, c'est-à-dire 50 000 $ pour la réalisation de 2 bustes en bronze. Alors, grâce à M. Landry et à ses conseils et son travail, nous avons pu réaliser cet objectif. Et merci, M. Landry, pour tout ce que vous avez fait. En terminant, ce ne sera pas plus long que ça, mais j'ai d'autres remerciements. Ces remerciements vont à vous, citoyens, citoyennes de Maskinongé. Parmi vous, plusieurs donateurs, donatrices à cette initiative. Heureusement que vous étiez là. Vous avez été notre bougie, vous avez été notre force, vous nous avez insufflé de l'énergie pour aller de l'avant, continuer et réaliser ce que nous avons fait. Alors, grâce à vous, nous vous disons merci. En terminant, il ne me reste plus qu'à souhaiter longue vie au parc intergénérationnel Louis-Riel Marianne Gaboury à Maskinongé. Merci. Merci, M. Roy. Alors, la prochaine, j'inviterai maintenant une personne sans qui le projet n'aurait pu voir le jour, comme vient de le mentionner M. Roy. Grâce à lui, ce projet a pu se réaliser en accueillant dans sa municipalité les bustes de Louis Riel et de Marianne Gaboury et en appuyant les membres du comité du mémorial dans leur démarche. Mesdames et messieurs, accueillons le maire de Maskinongé, M. Roger Michaud. Monsieur Roy, Monsieur Proulx, Monsieur Allaire, Madame Groslo, Monsieur Lalonde, Monsieur Jolicoeur et tous les invités, surtout les descendants de Marianne Gaboury puis Louis Riel, bienvenue à Maskinongé. Et on m'a demandé pourquoi vous faites une inauguration le 3 novembre. Pourquoi on ne remet pas ça au mois de mai, mais ce qu'il fasse beau. Moi, je me suis dit, en honneur Madame Marianne Gaboury, qui est née en 1700 quelques, et son petit-fils, qui, eux, ont vécu pas dans la beauté, pas dans les centres communautaires, pas toujours au mois de mai, mais ils ont vécu de la misère. Et pour moi, c'était, mes principes à moi, essentiel de un peu dire, c'est sûr qu'on souhaite toujours qu'il fasse beau, mais j'espérais qu'il fasse un peu pas trop chaud pour justement réaliser qu'eux, dans ce temps-là, il y avait réellement de la vraie misère. Et c'est peut-être une idéologie que j'avais, mais ça s'est un peu concrétisé aujourd'hui. Au lieu de le faire à l'extérieur, on a la chance d'avoir au moins un centre communautaire ici. Fait que, bien, on en profite. Parce qu'à OTDA, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on a eu froid. Tout le monde a eu froid. Mais pensez à eux, en 1700 quelques. Eux aussi, ils avaient froid. Et pourtant, ils ont aussi vécu Mme Gaboury, Mme Marianne Gaboury, 95 ans. Dans ces années-là, c'était beaucoup. Là. Fait que c'était un peu l'idée.
Mais j'aimerais aussi remercier tout le comité et aussi, M. Roy disait tantôt, la municipalité, les employés ont été ici. Mais pour créer un parc intergénérationnel de cette dimension, pour une petite municipalité de 2282 habitants, c'est des sous. Et sans la collaboration du fédéral, du provincial et de la MRC, on n'aurait pas pu réaliser ce projet. On aurait eu peut-être des bus. Parce que lorsqu'on m'a approché en 2015, on m'a demandé « Avez-vous un pack pour mettre les bus de Marianne Gabory, lui réel? » Ben non, j'en ai pas de pack. Mais je vais en faire un pack. On avait un terrain, je vais en faire un. Mais le délai, c'est un petit peu plus long. Ça a pris 3 ans, mais au moins, on l'a aujourd'hui. On va le voir tantôt, on va aller couper les rubans de l'extérieur. Mais là-dessus, les coûts que ça a coûté, je vais vous dire, en gros, c'est 275 000 $ pour une petite municipalité, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis, je remercie le provincial, le fédéral et la MRC parce que c'est un paquet de projets, de programmes qu'on a pu s'inscrire et qu'on a été acceptés parce que notre projet était très bien monté. Et là-dessus, dans mes employés, j'ai Mme la directrice générale, Mme Franck Gervais, qui, elle, c'est elle qui suit pour pas des dépassements de coûts. Je la félicite. Et aussi mon inspecteur municipal, M. Patrice Lemay, qui, lui, il surveillait les travaux exactement pour que ça soit fait correctement. Fait que c'est des personnes que j'aimerais remercier et que j'aimerais qu'on applaudisse parce que dans une petite municipalité, c'est très important. Je ne serai pas bien plus long que ça, parce que je vais laisser, parce qu'on a beaucoup, il y a du monde qui vont venir parler avant le couple d'urbain. Mais encore une fois, j'aimerais remercier les citoyens de Masquinongé, les descendants de Marianne Gabory, Louis Riel, parce que sans eux, on ne serait pas ici aujourd'hui. Et sans eux, il y aurait beaucoup de moins de monde à Masquinongé, parce que la famille Gabory, c'est quand même assez grand. C'est une bonne partie de la population de Masquinongé. Et aussi au comité, à M. Benoît, parce qu'on a fait beaucoup de téléphones. On s'est parlé souvent, puis on travaille tous les deux, fait que des fois, on intervient, mais on est venu à bout de s'entendre. Et encore une fois, je pense que c'est ceux qui n'ont pas été voir le pacte, là, ben, il n'est pas tout à fait complété, mais on va le finir l'année prochaine. Pour ceux qui vont pouvoir revenir, vous allez voir, c'est quelque chose de beau. Et je crois que c'est la première fois qu'il va y avoir des bus sous un toit au Québec. Fait que, même, je pense au Canada aussi. Parce que d'habitude, les bus sont tous à l'extérieur et au moins ici, ils vont avoir un toit au-dessus de la tête. Fait que là-dessus, bonne journée, puis à bientôt. Merci, Monsieur le maire. Alors, la prochaine personne à intervenir connaît bien le dossier des Métis et des Autochtones du Québec et du Canada. C'est un ancien chef lui-même et un membre du comité du mémorial. J'appelle M. Jean Jolicoeur à s'approcher et prendre la parole. Monsieur le maire, député, préfet, invités, c'est avec grand honneur que la première fois lors de l'inauguration, nous avons parlé de nos implications avec les Métis. Aujourd'hui, je vais plutôt capitaliser sur Louis Riel, le Métis. Métis vient de l'espagnol mestizo, qui signifie celui qui est mélangé avec l'autre pour faire un nouveau tissu. Sur l'île de la Tortue, qui est ensemble pour les Autochtones et notre continent, les historiens font remonter les premières unions entre les Européens et les femmes autochtones du 15e siècle. Donc, 15e siècle, on parle des années 1400, ce n'est pas d'aujourd'hui. Elles se multiplieront dans tout l'est du pays et le futur Québec, je parle du temps, au 18e et au 17e siècle. Époque de l'exploration et du commerce propice à un fort brassage de population. De ces mariages, ou amours libres, parce qu'il y en avait beaucoup, avec des femmes de toutes les Premières Nations, va donc surgir une nouvelle race. Et comment va-t-on l'appeler? Les Métis. Eh oui, et qu'on va appeler dans le temps le peuple distinct. Son caractère, son mode de vie, sa culture, ses us et coutumes, à la fois aux Indiens et aux Blancs, va définir cette nouvelle race-là. Étant des liens privilégiés entre les deux mondes, ils seront guides, voyageurs, coureurs de bois, commerçants, dirigeants de postes de traite,
traducteurs, interprètes, etc. Au 18e siècle, les Métis prennent part, aux côtés des Français, à la défense de la vieille Acadie de Québec et des frontières sud de la Nouvelle-France contre les invasions britanniques. Mais refusant de se plier au régime des deux couronnes qui s'affrontent, animés par un formidable esprit de liberté et de leur attrait pour le commerce, les fourrures, ils vont surtout aider les Blancs à pénétrer et à coloniser tout le territoire et même une grande partie du continent américain. Il faut se rappeler que ce sont les Métis qui ont ouvert la vallée du Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. On est surpris de ça. Porté leur culture en Ontario, explorer l'Ouest, où ils ont donné officiellement naissance à la nation métisse. Mais ce qui est décevant, c'est que le rôle du peuple fondateur est encore aujourd'hui dénié par les gouvernements et l'histoire officielle. Tous deux Canadiens français, les grands-pères de Louis Riel, ont participé à cette longue marche d'est en ouest, et je dois dire que son ancêtre paternel, Jean-Baptiste Riel, un marchand de fourrure originaire de la région de la Naudière, épouse une métisse, Marguerite Boucher. Il y a des gens qui m'en parlaient tantôt. Et elle, à l'île de Lacrosse, en Saskatchewan, son aïeul maternel à Louis Riel, Jean-Baptiste Lagimaudière, lui aussi originaire du Bas-Canada, région de la Montérégie, et marchand de fourrure, s'établit quant à lui en 1812 avec sa femme, et comment s'appelle-t-elle? Eh oui, dans la toute nouvelle colonie de la Rivière-Rouge fondée par l'Écossais, comment s'appelait? On l'a oublié? Lord Selkirk, exactement. Mon Dieu, que l'histoire est connue. Hein? Né le 22 octobre 1844 de l'union de leur fille Julie avec Jean-Louis Riel, ou Louis Riel père, qui exerce le métier de meunier à Saint-Vital, près de Saint-Boniface, dans la colonie de la Rivière-Rouge. Le futur chef métis a donc un 8e de sang indien. Vous savez, le sang indien se calcule en fractions. Beaucoup d'Indiens vont dire « j'ai 27 51 », mais ce n'est pas ça. C'est comme le même, au point de vue gouvernemental, ça se traduit en fractions. Alors, si vous avez une pure indienne qui marie un non-indien, c'est 100 et 0, évidemment, ça ne fait pas 50, mais ça fait un demi. Louis Riel grandit dans le milieu spécifiquement métis, les bois brûlés, tels qu'on les appelait alors, représentant 82 d'une population qui compte 12 000 membres. Les métis francophones et catholiques sont pour la plupart chasseurs de bisons, vendeurs de fourrure, de peau, et ainsi de suite. Et ils exportent grâce aux fameux, comment s'appelaient les charrettes qu'on avait, mettons, dans la Rivière-Rouge, qui sont reconnus. Les métis anglophones et protestants, quant à eux, cultivent plutôt la terre de longues bandes particulaires, mettons, aux rivières. C'est une population souvent méprisée, déconsidérée et exploitée par qui? La fameuse Compagnie de la baie d'Hudson. Eh oui, qui fait office de gouvernement. Parce que, imaginez-vous, dans le temps, dans cette région, elle faisait office de gouvernement. Mais depuis 1816, année de la victoire du métis écossais Grant contre le gouverneur anglais, lors de la bataille des Sept Chênes, qu'on a appelée aussi la Grenouillère, et de la proclamation de la naissance politique de leur nation, les Métis ont développé un fort sentiment d'appartenance et qu'ils ont maintenu continuellement depuis cette période. À l'âge de 5 ans, Louis Riel est profondément frappé par le procès de Guillaume Sayers, un marchand de fourrure accusé d'avoir enfreint les lois de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui interdisait aux Métis de commercer avec les Américains. Le petit garçon voit son père prendre la tête d'une centaine d'hommes armés pour se rendre au Fort Garry, le siège de l'entreprise, et exiger le rétablissement du droit de commerce. À 13 ans, il est envoyé au Collège des Sulpiciens de Montréal pour y faire des études qui le destinent à la prêtrise. Est-ce qu'il va continuer? Et non, il ne continuera pas. Louis Riel est décrit comme un garçon brillant, fin lettré, très pieux, très droit, mais aussi instable, tantôt exalté, tantôt mélancolique,
qui ne trouve un exutoire, mettons, à son malaise que dans l'écriture. Et c'est ce qui va marquer, effectivement. À 19 ans, il quitte le collège pour effectuer un stage comme clerc d'avocat à Montréal. Et c'est ce qui va le marquer, effectivement. Il abandonne ses études de droit et va errer pendant 2 années aux États-Unis. Ce n'est qu'en 1868 qu'il retourne chez sa mère à Saint-Boniface, où il prend très vite conscience des difficultés auxquelles sont confrontés les Métis. C'est la réalité. En effet, depuis 3 ans, la Compagnie de baie du Son a entamé des négociations avec le Parlement britannique pour annexer les territoires du Nord-Ouest au Canada, et cela sans consulter les résidents de la Rivière-Rouge. Cette opération les livre littéralement pieds et mains liés et de l'expansionnisme, mettons, canadien à la noyade par l'immigration d'un flot de colons, excusez là, on a fait une gaffe, de colons anglophones. Or, l'on sait qu'en vertu des premiers traités qui avaient été signés avec les Amérindiens au 17e siècle, la Compagnie n'avait aucun droit de propriété légale sur ces régions. Il s'agit purement et simplement d'un vol de terre, de trahison, d'une supercherie adroitement orchestrée par, vous connaissez celui-là, qui? John Macdonald. John Macdonald, le premier ministre du Canada du temps. Et on arrive effectivement à la clé. Étant le métis le plus instruit de la région, Louis Riel est choisi par les siens pour les défendre et devient presque malgré lui leur chef. Son caractère facilement inflammable le passe et le pousse à prendre fait et cause pour eux. Le 11 octobre 1869, il s'oppose avec virulence à un groupe d'arpenteurs venus délimiter les terres de son cousin au village de Pointe-les-Chênes pour construire une route entre l'Ontario et le lac des Bois. Cette date marque le début de la résistance officielle des Métis. Un comité national des Métis est ensuite créé pour empêcher l'entrée de la colonie du gouverneur canadien anglais, qui prendra néanmoins officiellement possession des terres métisses au nom de la couronne le 1er décembre suivant. Alors, c'est le 2 novembre, Riel et les Métis s'emparent du Fort Garry. Et là, la bataille commence, qui est, rappelons-nous, le siège de qui? De la Compagnie de la baie du Son. Après maints débats, parfois houleux, avec les Métis anglophones qui sont plus respectueux de la couronne que leurs cousins francophones, Riel forme le 18 février 1870 un gouvernement provisoire à dominante métisse canadienne-française. Il est élu président, devenant donc le premier à 25 ans fondateur de la seconde nation métisse dans l'Ouest canadien. Cette nouvelle autorité essuie 2 tentatives de coup d'État, ratées de la part du docteur John Schultz, un orangiste canadien, et est arrêté et emprisonné en même temps, mettons, qu'une quarantaine d'hommes. Mais le 4 mars, la cour martiale du gouvernement provisoire, présidée par Ambroise Épine, probablement qu'on ne connaît pas, fait fusiller l'extrémiste menton irlandais, et cet acte va signer l'arrêt de mort de Louis Riel. Pourquoi? Parce qu'à noter que celui-ci s'était opposé, même Louis Riel s'était opposé, mettons, à cette exécution. Mais il s'est rangé de l'avis général après avoir proposé en vain sa liberté aux condamnés, en échange de son départ de la colonie. Au printemps, Louis Riel redonne à la Compagnie de la baie du Son la liberté de commercer et envoie des émissaires pour négocier à Ottawa le futur acte du Manitoba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment et d'où vient le mot Manitoba? Hein? Des cris, c'est ça. Ça veut dire le lieu où souffle l'esprit. Donc, à la fois, vent et principe créateur. Très moderne dans son contenu, ce document, et écoutez bien ça, là, vous allez voir que depuis ce temps-là, ce document prévoit, entre autres, une amnistie, mettons, pour les Métis ayant participé au soulèvement de la Rivière-Rouge, qu'on se rappelle, c'est l'article 19. La séparation des écoles francophones catholiques et anglophones protestantes, c'est l'article 22. La reconnaissance du français et de l'anglais comme langue officielle, article 23. Imaginez-vous, là. Il y en a un autre qui a fait ça quelques centaines d'années plus tard. Et l'attribution de 560 hectares de terre pour les enfants des Métis, qui sont les articles 31 et 32. Le 15 juillet
1870, le Manitoba devient une province officielle de la Confédération, grâce à Louis Riel. Malheureusement, Riel n'obtient aucune garantie écrite concernant l'amnistie que le gouvernement, mettons, a promis aux résidents de la Rivière-Rouge. Aucune. Et l'été suivant, sous couvert d'une mission de paix, un corps expéditionnaire débarque à la colonie sous le commandement du colonel britannique Garnet Wolseley et se livre aux pires exactions sur la population. Ça a été un massacre. La légitimité du gouvernement provisoire de Riel, qui avait pourtant été reconnu en décembre 1869 par Ottawa jusqu'à la mise en place d'une représentation canadienne au Manitoba, est donc bafouée. La structure métisse est dissoute le 24 août. Et le président Louis Riel, parce qu'il est président, contraint à s'enfuir aux États-Unis. Dès lors, sa vie ne sera plus que celle d'un paria, d'un errant, d'un misérable. En 1873, sa tête est mise à prix par le premier ministre de l'Ontario, Edward Blake, à cause de l'exécution de Thomas Scott, qui, rappelons-le, avait eu lieu en mars 1870, auparavant, 2 années auparavant. Riel apprend cette fois son exclusion de l'amnistie et, enfin, accorde aux Métis de la Rivière-Rouge son bannissement pour 5 ans du Dominion ainsi que son éviction définitive du Parlement, qu'il n'y a jamais pu siéger. En dépit de sa triple élection, il a été élu 3 fois par acclamation en 1873, 1874 et 1875. Comme député de Provencher, une circonscription de Saint-Boniface largement métissée. Et je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que j'ai préparé un document de 22 pages et je vous en ai lu 3 pages. Et pourquoi que je m'arrête ici? Parce que ceux qui voudront voir le reste de la présentation pourront juste me donner leur adresse de courriel et je vous enverrai, parce que ça couvre plusieurs aspects de Riel. Est-ce que, d'après vous, Louis Riel s'est présenté en tant que député, mettons, à la Chambre des communes à Ottawa? Une fois. Eh oui. Mais pourquoi je m'arrête ici? Parce que, justement, j'ai une personne, un membre de sa famille, qui vous a entretenu, mettons, de cet aspect-là, de son vécu, et vous allez voir que ce n'est pas banal. Moi, je suis le vice-président, mettons, des services parajudiciaires autochtones du Québec depuis une 12aine d'années. Et mon invité est un conseiller parajudiciaire de cet organisme depuis 33 années pour la région de Maniwaki, où il demeure, et l'endroit où est née ma mère. Alors, sans plus tarder, accueillons chaleureusement M. Laurier Riel. Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur les préfets, Monsieur les organisateurs et les gens de Masquilongé et tous les autres invités, je suis venu de Maniwaki ce matin parce que Jean m'a demandé de vous parler de Louis Riel. Louis Riel, c'était le cousin de mon arrière-grand-père. Et quand il a été élu député de Provencher, il a voulu se présenter à Ottawa. Il est venu demeurer chez mon arrière-grand-père dans l'Outaouais. Il c'était facile pour lui de partir du lac Sainte-Marie et aller à Ottawa par la rivière Gatineau. Alors, il a demeuré chez mon arrière-grand-père. Et à cet endroit, il a laissé des objets que j'ai encore en ma possession. Et puis, quand il est parti de Ottawa, il n'étant pas capable de siéger, il s'est rendu à Montréal et ensuite dans l'État de New York, où il a écrit à mon arrière-grand-père, les objets que j'ai été laissés, garde-les précieusement. Je les reprendrai à mon retour. J'attends toujours. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de vous parler de Louis Riel, parce que Jean vous en a déjà beaucoup parlé. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, moi, c'était Marianne Gaboury. Pendant le temps où on glorifie maintenant Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, autres femmes qui ont participé à la création de certaines villes ou certains endroits au Canada, on a oublié Marianne Gaboury, qui, elle, par l'occupation du territoire, a fait la même chose. Pendant le temps qu'à Toronto,
Cartier et MacDonald discutaient de la Confédération canadienne, Marianne Gaboury la faisait, la Confédération. C'est la différence. On a peut-être oublié cette partie-là. Parce que faut penser que Marianne Gaboury était longtemps seule chez elle. Elle a eu de nombreux enfants. Ces enfants se sont étendus partout dans les territoires de l'Ouest et du Nord-Ouest. Elle a été jusqu'en Saskatchewan. Elle était la première femme blanche à s'étendre aussi loin à l'intérieur du territoire. Et ça, on le voit rarement dans nos livres d'histoire du Canada. Moi, quand je suis allé à l'école, on n'en parlait pas de ça. On parlait qu'on a pendu un métis parce qu'il était un traître. On n'a jamais parlé de Marianne Gaboury. C'est pour ça que je voulais venir aujourd'hui quand on m'a invité. On a parlé aussi, vous voyez, des petites choses simples. On a dans l'Outaouais une histoire qui nous raconte que Champlain est allé jusqu'à l'île aux Allumettes en passant par la rivière Outaouais. Bravo. En canot, escorté par une armée avec lui pour le protéger. Marianne Gaboury et son mari, avec 2 ou 3 autres Canadiens français, se sont allés jusqu'à l'oubli des territoires du Nord-Ouest pour y développer et empêcher, il faut le dire, que les Américains prennent le territoire du Nord-Ouest. Parce que les Américains n'ont pas seulement combattu du côté du Québec. Ici, on a eu la bataille de Châteauguay, mais dans l'Ouest, ils ont eu aussi une bataille avec les Américains pour les empêcher d'entrer sur le territoire du Canada. Et ça a été fait par les Métis, cette bataille-là. Alors, ils ont protégé notre territoire. Ils ont agrandi le Canada vers l'Ouest et les gens étaient là. Et si on regarde maintenant, Louis-Riel Père, il était ici lors de la révolte de 1837 au Québec. Et si vous remarquez sur le drapeau métis, le fameux 8, il apparaît déjà sur le drapeau des gens de 1837. Alors, ça veut dire que Louis-Riel Père était déjà ici au moment de la Révolution. Il est allé dans l'Ouest ensuite. Moi, mes parents sont à Maniwaki maintenant pour une raison simple. Lors de la pendaison de Louis-Riel, mon arrière-grand-père a pensé que ses enfants n'étaient pas en sécurité, ou ils étaient trop proches d'Ottawa, où il y était beaucoup d'orangistes. Alors, il les a envoyés plus au nord, dans la région de Maniwaki. Et je suis un de leurs descendants. Bientôt 75 ans. Donc, c'est pour ça que quand je vous parle de... J'ai l'air plus jeune, mais j'ai quand même 75 ans. Alors, j'ai parlé beaucoup avec mes ancêtres. J'ai parlé beaucoup avec mes grands-oncles. Et puis, j'étais surpris parce que lors du décès de mon grand-père, en 1967, j'ai vu un de ses oncles qui avait 98 ans, qui est venu à son service funéraire. J'ai dit, tabarouette, il y a des choses qu'on ne sait pas des fois dans notre vie, on ne voit pas, on ne parle pas avec des gens. Finalement, je commençais à parler avec lui, puis il m'a conté beaucoup l'histoire de la présence de Louis-Riel en Outaouais, et particulièrement au Lac-Sainte-Marie. Alors ça, je voulais vous dire, finalement, soyez fiers de Marianne Gaboury. Elle a été une pionnière de la Fondation du Canada. Merci. Merci beaucoup, M. Riel, pour ce témoignage éclairant et M. Jolicoeur pour cette leçon d'histoire édifiante.